Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble des meilleures lectures que j'ai pu faire pendant mes études de philosophie. Alors je suis doublement ravie de faire cette vidéo aujourd'hui. Déjà en premier lieu parce que c'est un peu le pendant de ma vidéo sur les meilleures lectures que j'ai pu faire pendant mes études de lettres, que je vous mettrai quelque part pour que vous puissiez la regarder, qui a l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc je suis ravie de vous faire le pendant philosophie parce que j'ai fait des études de lettres et de philosophie. J'ai un double master en lettres et en philosophie. Et je suis aussi ravie parce que c'est l'occasion de parler de philosophie sur cette chaîne, quelque chose que je souhaite faire depuis le début de cette chaîne, qui a déjà quelques mois, mais j'ai pas encore trouvé vraiment la manière de le faire. J'ai l'impression que parler de philosophie et parler de littérature, c'est très différent, dans la mesure où tout le monde n'appréhende pas la philosophie comme on appréhende les lettres, et souvent ça fait un peu peur. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup le ressenti que j'ai quand je dis que j'ai fait de la philosophie ou quand je disais que je faisais de la philosophie. Les gens sont un peu effrayés généralement. Et voilà, j'ai pas encore trouvé le format idéal pour parler de philosophie. Mais voilà, aujourd'hui c'est enfin une vidéo consacrée à la philosophie. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je vais donc vous présenter 10 lectures que j'ai pu faire pendant mes études de philosophie. Donc mes études de philosophie, c'est quoi ? J'ai fait une prépa littéraire, donc une hypocagne et une cagne, AL, vraiment la voix très très littéraire. J'étais en spécialité lettres modernes, donc j'ai pas fait de spécialité philosophie. Et ensuite j'ai fait une année de licence de philosophie à Prague, donc j'ai validé une licence de philosophie. Et ensuite j'ai fait à la Sorbonne un double master de recherche en lettres et philosophie. Donc c'est au cours de ces 5 années d'études que j'ai pu découvrir la philosophie. J'ai pu me constituer une petite culture philosophique avec des lectures vraiment canoniques. Et puis vous verrez qu'il y a des textes qui sont moins connus, qui sont propres aussi à mon objet d'étude en recherche, qui était l'amour. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, avant de commencer cette vidéo. On entre dans le vif du sujet avec le premier livre. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est le second discours de Rousseau, ou dans son titre long, le discours sur les fondements et les origines de l'inégalité parmi les hommes. Pourquoi ce texte ? Alors j'ai découvert ce texte quand j'étais en hypocagne, donc en première année de prépa. L'ordre dans lequel je présente les lectures, c'est l'ordre chronologique, c'est pas un ordre de préférence. Bon, il se trouve que ça pourrait être la 10e lecture. Pendant ma première année de prépa, donc en hypocagne, il n'y a pas de programme. On travaille sur un programme défini par le professeur ou la professeure. J'ai pu découvrir pendant cette année donc des textes fondamentaux en fait de la philosophie. Je sais que j'ai lu le Phèdre de Platon, la généalogie de la morale de Nietzsche. J'ai lu donc le second discours. Je crois que j'ai lu un autre texte qui m'échappe. Mais voilà, et ce texte, c'est la seule explication de texte que j'ai fait en philo quand j'étais en prépa, ça a été sur ce texte, voilà, en colle. C'était un merveilleux moment à passer, comme vous vous en doutez. Donc en fait, je vous présente ce livre, pas parce que c'est ma meilleure lecture de tous les temps, mais ça a été une des premières lectures complètes en fait que j'ai fait en philosophie. J'ai beaucoup apprécié les sujets que traite Rousseau, la manière dont il en parle. Donc comme le titre l'indique, c'est un ouvrage qui cherche à comprendre, à expliquer l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, avec le contrat social, que je n'ai pas lu en entier d'ailleurs. C'est un des 2 textes en fait de Rousseau qui sont vraiment au fondement de sa philosophie politique. Là, il revient sur la fiction théorique de l'état de nature, et c'est pour montrer en fait la différence entre l'état de nature et l'état social, sociétal, dans lequel les hommes vivent actuellement, à son époque. Je suis pas en fait très fan de la pensée de Rousseau, pour être honnête, je suis pas vraiment d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve qu'il y a une clarté d'expression qui est louable et qui est très agréable à lire. Et ces idées, même si je ne les partage pas, je les trouve pertinentes et importantes, on va dire. Rousseau, je l'ai croisé à maintes reprises dans mes études de philosophie, puisque quand je suis arrivée en master, j'ai pris un cours sur la Révolution au 19e siècle, et on a beaucoup parlé de la perfectibilité avec Benjamin Constant et Germaine de Staël. Et la perfectibilité, c'est un concept de Rousseau, donc qu'on trouve dans ce texte, qui est très très intéressant. Enfin, c'est la capacité humaine à se perfectionner. Et j'ai aussi retrouvé Rousseau dans un cours sur l'éducation. Donc on avait parlé de Locke, mais aussi beaucoup de l'Émile de Rousseau. Et c'est très très intéressant, on en retrouve cette notion de perfectibilité et cette distinction en fait chez Rousseau entre l'état de nature et l'état social. Et
Aussi, toute sa pensée sur l'empathie, je trouve très très intéressante et bon, on était allé jusqu'à voir la différence entre l'homme et le citoyen chez Rousseau, enfin c'est... Voilà. C'est pas mon auteur préféré, je suis pas spécialement d'accord avec ce qu'il dit, mais ça a été un très bon texte à lire à cette période parce que c'était un des premiers textes voilà, vraiment philosophiques que je lisais et qu'il donne beaucoup de ressources. Si ces questions-là vous intéressent et que vous n'avez pas lu le second discours, je vous le conseille évidemment. Ensuite, en Cagne, cette fois on avait un programme, le programme c'était la science. Donc c'est vrai que la philosophie des sciences, à l'origine, c'était peut-être pas forcément mon premier choix, si j'avais dû choisir le programme. J'y connaissais vraiment rien, moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était la philosophie politique et morale, et à la rigueur la philosophie de l'art. Mais alors ça a été une vraie découverte et finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir toute cette partie de la philosophie que je connaissais pas, que je soupçonnais pas et ça a été vraiment très très chouette. Si vous voulez, on avait eu un DS où le sujet c'était 2 et 2 sont 4 et je m'en remettrai jamais. Je trouve que c'est du génie de la part de ma prof d'avoir donné ce sujet et voilà, c'est pour un exemple de ce qu'on a fait cette année-là, c'était très 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 intéressant. Et c'est donc dans ce contexte-là que j'ai par exemple lu une partie de la critique de la raison pure de Kant, j'ai lu Hume avec l'enquête sur l'entendement humain, j'ai lu Leibniz avec le discours de métaphysique, j'ai lu évidemment Descartes avec par exemple le discours de la méthode. Donc c'est vrai que ces 2 années de prépa littéraire, c'est quand même un moyen de forger une culture philosophique avec des textes considérés comme importants. Maintenant, je vous les présente pas ici parce que honnêtement, ce sont pas mes textes préférés. C'est des textes oui, qui ont été importants, mais qui ne sont pas des textes absolument marquants pour moi, dans ma pensée en tout cas. Et c'est pourquoi je vais directement passer à ma 3e année, donc à mon année de licence de philosophie à Prague, où j'ai découvert l'éthique à Nicomachie d'Aristote. Alors je l'ai pas avec moi parce que mon copain l'a emmené chez ses parents pour une raison obscure. Mais donc l'éthique à Nicomachie, c'est un texte d'Aristote. En fait, je l'ai découvert simultanément dans plusieurs cours, mais notamment j'avais un cours sur l'amour de soi, ça s'appelait... je sais plus. Oh non, c'est là que je me rends compte que c'était il y a longtemps, je me rappelle plus exactement de l'intitulé du cours. Mais c'était sur self-love parce que c'était un cours en anglais. Self-love. Et c'était quelque chose comme Should I hate myself? Donc est-ce que je devrais me haïr? Et c'est donc la philosophie de l'amour de soi. Donc bon, chez Rousseau, on a aussi de toute manière cette distinction entre l'amour de soi et l'amour propre, qui est très intéressante. Mais c'est donc dans ce cadre, en fait, qu'on a vraiment parlé d'Aristote, et notamment du mégalopsychos, je le prononce peut-être très très mal, qui est, on va dire, l'homme magnanime. C'est quelque chose qui est un peu difficile à traduire en français. Donc c'est l'homme magnanime, et en fait, dans l'éthique à Nicomachie, donc c'est donc l'éthique qu'on professe à Nicomachie, qu'Aristote professe à Nicomachie, et en fait, c'est cette doctrine du juste milieu qui m'a vraiment marquée. Et pourquoi est-ce que je parle de l'homme magnanime? C'est que Aristote dit qu'il faut s'évaluer à sa juste valeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une grande valeur doit s'estimer à cette valeur très haute. Donc il ne faut pas être trop modeste. Il ne faut pas agrandir ses mérites, mais il ne faut pas les diminuer non plus. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, dans la Grèce antique, il n'y a pas du tout de valeur de la modestie qui est, alors très grossièrement, je suis pas du tout une spécialiste du sujet, mais qui vient aussi, qui est aussi importée avec la religion, avec la chrétienté. On a cette valeur de la modestie, de l'humilité, qu'on n'a pas du tout dans la Grèce antique. Et en fait, c'est cette révélation du fait qu'on ne vivait pas dans les mêmes conditions, on ne vivait pas tout simplement pas dans la même société, où on ne valorisait pas les mêmes choses. Et pourquoi est-ce que ça m'a marqué? C'est qu'en fait, c'est vrai que la Grèce, la Grèce antique, on la présente toujours comme l'origine de l'Occident. Et en un sens, c'est vrai, c'est pas l'idée de contester ça là, mais c'est vrai qu'à force de tracer ce lien de la Grèce antique comme étant l'origine de l'Occident, on en oublie les différences. Et ça m'a vraiment marqué de comprendre, de saisir vraiment en lisant ce texte d'Aristote, dont par ailleurs je trouve la doctrine, les idées, les thèses très pertinentes sur ce truc du juste milieu qui, je pense que je serais amenée à en reparler dans cette vidéo, mais qui m'a beaucoup suivie et que je trouve, au niveau d'une éthique, de la constitution d'une éthique, je trouve que c'est très juste, justement. Mais voilà, c'est réaliser ça donc dans le texte d'Aristote qui m'a vraiment marquée, et c'est pourquoi l'éthique à Nicomachie, non seulement par ce qu'elle dit, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai retrouvé d'ailleurs en 2e année de master, j'avais eu un cours, alors en plus qui était vraiment sur le juste milieu, notamment chez Aristote,
et on a essentiellement travaillé sur Aristote. Mais voilà, sur ce juste équilibre, bon, c'était super. Et c'est pour ça que ce texte-là m'a beaucoup marqué, c'est parce qu'il m'a fait voir, c'est par tous les horizons qu'il m'a ouvert. Je vous en avais parlé dans ma FAQ, il me semble à un moment donné, j'avoue que ça pouvait tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vrai que c'est un texte qui a ouvert tellement d'horizons pour moi et que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu le découvrir pendant mes études de philosophie, dans un cadre aussi propice, en ayant des discussions. Je me souviens quand j'étais à Prague, ma professeure dans ce cours était vraiment... Enfin, il y avait quelque chose que j'ai pas trop retrouvé à l'université en France, de vraiment discussion libre, d'échange libre entre les professeurs et les étudiants. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé notamment de Descartes et d'Aristote, et j'avais trouvé ça très très chouette. On passe donc à ma première année de master à la Sorbonne, donc master en philosophie. C'est vrai que contrairement à ma vidéo sur mes études de lettres, là je vais vous présenter quand même essentiellement des textes que j'ai lus en master. C'est là que j'ai approfondi ma culture philosophique, mais que j'ai aussi pu travailler sur des choses qui m'intéressaient. Voilà, on peut infléchir nos recherches dans une direction qui nous convient, et donc c'est pour ça qu'il y a plus de textes que j'ai adorés logiquement, voilà, à ce moment-là. Et donc pendant cette première année de master, j'ai pris un cours sur la folie à l'âge classique, la folie au XVIIe siècle, notamment parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et parce que je faisais donc cette année-là mon mémoire de lettres sur la folie et la liberté dans la représentation de l'artiste au XIXe siècle. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un cours sur la folie, peu importe le siècle, en philosophie, je me suis dit ça peut que m'apporter en fait un éclairage différent et un éclairage qui sera le bienvenu en fait d'une manière ou d'une autre pour mes recherches. Donc j'ai pris ce cours et donc on a étudié beaucoup de textes du XVIIe siècle qui traitent de la folie, et donc pour valider ce cours, il fallait rendre un mini-mémoire. Alors je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais il me semble que j'avais parlé de l'éloge de la folie d'Erasme et du livre que je vous présente tout de suite, qui est L'anatomie de la mélancolie de Robert Burton. C'est un ouvrage qui est paru en 1621, et c'est un ouvrage qui est absolument génial. Dans ce livre, Robert Burton vient disséquer la mélancolie. La mélancolie, ça peut être ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. C'est vraiment le mal du siècle, au XVIIe siècle, on s'empare, enfin en tout cas en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, on s'empare de la mélancolie. Robert Burton dissèque la mélancolie, et en fait il a une position très très intéressante, je trouve, dans cet ouvrage. C'est le seul ouvrage que j'ai lu, hein, je connais vraiment pas très bien l'œuvre de Burton, à part l'anatomie de la mélancolie que j'avais lu. Il a une posture intéressante parce qu'il dit qu'il écrit sur la mélancolie pour ne pas devenir mélancolique. Et en fait, il accumule une somme de petites recettes qu'il a piochées par-ci par-là pour lutter contre la mélancolie. Et il a un ton qui est vraiment très très agréable. En fait, c'est super drôle. Beaucoup d'humour dans ce livre. Il tourne en ridicule certains discours. Il y a une forme de satire en fait dans ce discours. Et pour autant, on sent qu'il essaye de traiter ce problème, qui est un problème moral, mais ancré physiologiquement. Et ça c'est très touchant. C'était donc une spécificité de la folie, cette mélancolie, et j'avais beaucoup apprécié lire ce texte et travailler dessus. Donc si jamais la question de la mélancolie vous intéresse, je vous conseille ce texte de Burton. Il me semble qu'il a été réédité avec une préface de Starobinski, qui est un critique que j'adore, qui a notamment écrit un livre de théorie littéraire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le portrait de l'artiste en saltimbanque, qui est par ailleurs un très très beau livre si vous avez l'occasion de le voir, et qui est vraiment très très fin et très beau sur la manière dont les artistes se représentent en clown, en saltimbanque, et comment le clown est un miroir de l'artiste. Je ferme cette petite parenthèse. Mais voilà, il est préfacé par Starobinski, qui apporte aussi un éclairage très intéressant sur cette œuvre. Et il me semble en fait que Starobinski a fait sa thèse sur la mélancolie, et c'est pour ça qu'il connaît très bien Burton. La quatrième lecture qui a été absolument marquante et que je peux classer parmi les meilleures lectures que j'ai pu faire durant mes années d'études de philosophie, c'est en fait un auteur. Il s'agit de Denis Diderot, qui est donc un auteur des Lumières, que j'ai eu la chance de découvrir dans un cours qui lui était consacré, un cours dispensé par monsieur Bertrand Binoche. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être. Et alors, ce professeur nous a montré comment Diderot était un petit peu évincé de l'institution philosophique, et on avait eu un cours introductif très 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 intéressant sur
pourquoi lui et pourquoi les Lumières ne sont pas considérés comme des philosophes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé, enfin, rétrospectivement, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de Voltaire et Diderot comme des littérateurs, jamais comme des vrais philosophes. Je mets les guillemets. C'est-à-dire qu'à part Rousseau, qui échappe à cela, les philosophes des Lumières sont quand même discrédités philosophiquement, on reconnaît leur rapport littéraire, et en fait, c'est qu'aussi les Lumières ont été politisées, parce qu'elles mènent à la Révolution française, d'une certaine manière. On valorise ce qu'elles ont amené politiquement, mais ça s'accompagne d'une espèce de discrédit jeté sur la réflexion philosophique de certains de ces auteurs. Aussi dans la mesure où les Lumières voulaient saper beaucoup de fondements de la société, il s'agissait beaucoup de détruire, d'écraser l'infâme, selon l'expression de Voltaire, il me semble, mais qu'il n'y avait pas vraiment de solution à apporter. Et Diderot est souvent étudié en littérature, mais je ne l'avais jamais étudié sous son penchant philosophique, on va dire. Évidemment, les deux sont intimement liés, mais on a toujours un angle, en fait, quand on s'intéresse à une œuvre et à un auteur. Et donc c'était intéressant de prendre cet angle philosophique, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors, plus précisément pour vous donner des textes, nous avons lu dans ce cours le supplément au voyage de Bougainville, qui je pense est le texte philosophique de Diderot le plus connu. Nous avons également lu Entretien d'un philosophe avec la maréchale de 3 petites étoiles, et Le rêve de d'Alembert, qui donc sont des textes de Diderot publiés dans les années 1770 à peu près. Très 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 intéressant. En fait, Diderot, ce qu'il faut retenir là, je pense, c'est son matérialisme. Il est vraiment très 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 matérialiste. Pour lui, il n'y a que la matière. Matière qui bouge, qui évolue, matière qui est en mouvement évidemment, mais il n'y a que la matière. Dans le supplément au voyage de Bougainville, il invente une société tahitienne, je crois, utopique, pour montrer la différence en fait entre cette société-là et la société dans laquelle les Occidentaux vivent. Et pour se placer évidemment contre la société occidentale et montrer que ces règles, ces lois n'ont rien de naturel, qu'elles s'opposent en fait à la nature, et pour Diderot, la seule loi à suivre, c'est celle de la nature. Donc en fait, il remet en question les normes sociales pour montrer l'importance de la nature et de vivre selon la nature, notamment par rapport à l'amour, aux relations humaines et à la manière de construire un vivre ensemble en fait. Donc il s'attaque aux institutions, il s'attaque à Dieu, enfin, voilà, c'est Diderot dans toute sa splendeur. Et c'est génial. C'est aussi que Diderot, il fonctionne beaucoup par dialogue, et que par exemple le supplément Voyage de Bougainville, c'est vraiment une œuvre de Diderot typique avec deux personnages anonymes qui dialoguent. Une structure un petit peu complexe parce qu'il y a des récits enchâssés. Vous voyez là c'est en 4 ou 5 parties je crois le supplément au voyage de Bougainville. À l'intérieur les parties sont des récits enchâssés de telle ou telle personne et donc un discours proprement matérialiste qu'on retrouve dans l'entretien avec la maréchale, qui là porte vraiment sur la question de la religion et des contradictions en fait qu'il y a à être athée et de est-ce qu'on peut être une personne morale en étant athée, c'est ça le cœur du discours. Et dans le rêve de d'Alembert, donc d'Alembert c'est un autre auteur des Lumières avec qui Diderot a écrit l'encyclopédie, donc qui là apparaît comme personnage dans ce dialogue, même s'il apparaît vraiment à la toute fin. Là on est vraiment dans le cœur de la doctrine matérialiste de Diderot, d'un côté plus scientifique. Voilà, mais j'ai adoré pouvoir découvrir Diderot. C'est indéniablement une des meilleures lectures que j'ai pu faire pendant mes études de philosophie. On passe à ma deuxième année de master de philosophie et là on va parler d'amour. Parce que, comme je le mentionnais brièvement au début de la vidéo, mon mémoire de recherche portait sur l'amour, plus précisément sur la valeur qu'on peut accorder ou non à l'amour dans une philosophie de l'existence. J'ai donc lu beaucoup de textes sur l'amour, dont vous allez avoir une petite sélection, que le meilleur. Et je commence tout de suite avec un texte qui s'intitule « À propos de Sartre et de l'amour » de Suzanne Lillard. Ce texte, je vous en ai brièvement parlé dans ma vidéo sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre et leur rapport à l'amour, qui est une des toutes premières vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Dans ce texte, Suzanne Lillard, qui est alors une femme très impressionnante par ailleurs, une autrice du XXe siècle qui a fait vraiment énormément de choses, qui est la première femme à obtenir son diplôme de droit en 1925,
Et par ailleurs, elle est aussi romancière et dramaturge, il me semble. Et elle a écrit ce texte sur Sartre, qui est un très 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 beau texte. Comme je le sous-entendais, mon mémoire était dans une perspective existentialiste, donc existentialistes que sont par exemple Sartre, Beauvoir, Camus. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur ce mémoire, comme sur mon mémoire de lettres, vraiment dites-le moi dans les commentaires, parce que là j'allais commencer à partir dans beaucoup trop de détails, pas forcément très intéressants ici, ou qui rendraient cette vidéo vraiment beaucoup trop longue. Mais si ça vous intéresse de voir des vidéos sur mes mémoires, je les ferai avec grand plaisir. Mais donc voilà, brièvement, ça s'inscrivait dans cette philosophie de l'existence, et j'ai beaucoup étudié Sartre, Camus et Beauvoir. Et donc ce texte, qui est un texte vraiment de critique de Sartre, m'a beaucoup plu. Par le contenu, Suzanne Lillard explique ce qu'est l'amour chez Sartre, tout simplement. Mais elle le fait avec une acuité extrême, et disons qu'il y a un rapport entre elle et Sartre qui n'est pas un rapport froid, distant. Elle confesse qu'elle aime beaucoup Sartre, et elle dit quelque chose comme « Je le dis aujourd'hui, Sartre est aimable, malgré tout ce qu'il a fait pour ne pas l'être. » Donc aimable, c'est-à-dire qu'on peut l'aimer. Et il y a vraiment une grande compassion, je trouve, de la part de Suzanne Lillard envers Sartre dans ce texte. Elle lui rend justice. Et pour autant, elle ne lui concède rien. C'est un texte qui est sans concession. Dès qu'il y a quelque chose dans la pensée de Sartre qu'elle sent hypocrite, où elle trouve que lui-même fait preuve de mauvaise foi qu'il critique, où il ment, où il n'est pas honnête, où il est influencé par des biais, elle va le noter. En fait, elle débunk Sartre, si vous voulez, dans ce texte, mais on sent qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, enfin qu'elle porte beaucoup d'amour à Sartre, et je pense qu'en fait, profondément, Suzanne Lillard est désolée que Sartre déteste l'amour comme ça, pour le dire simplement, parce que Sartre se dresse contre l'amour, quand même. Il montre que c'est une manière d'emprisonner l'autre, que le regard de l'autre fige, pétrifie, et que l'amour n'échappe pas à ça en fait, que le regard est forcément dominateur dans l'amour, ou dominé. Sartre ne laisse aucune chance à l'amour. Et vous voyez, il y a une sorte de rêverie de Suzanne Lillard sur ce texte qui imagine aussi en quelque sorte ce que Sartre pourrait vraiment penser de l'amour s'il était plus honnête en fait. Donc c'est tout ça que j'ai trouvé très 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 émouvant dans ce texte. Alors je ne le conseille pas à tout le monde évidemment, il faut s'intéresser à ces sujets-là, mais je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un des textes les plus marquants que j'ai pu lire pendant mes études de philosophie. Tant sur le propos déjà qui m'a beaucoup servi et beaucoup intéressée, parce que c'est quand même une explication, une critique de l'amour chez Sartre, et par la méthodologie, si je peux appeler ça une méthodologie, mais la manière dont l'autrice se saisit de son objet, cette ambivalence, ou plutôt ce lien entre une grande affection, quelque chose de très chaleureux en fait, entre elle et l'objet de son étude, et qui pourtant ne laisse rien passer, suit cette ligne logique comme Sartre le faisait d'ailleurs, et c'est très beau. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce texte. Pour mon mémoire, j'ai donc lu des philosophes qui critiquent d'autres philosophes, mais j'ai aussi lu des classiques, des fondamentaux de la pensée philosophique sur l'amour, et c'est pourquoi je vous parle maintenant de... Il est où? Il est là. Et c'est pourquoi je vous parle maintenant du banquet de Platon, évidemment. Donc le banquet, c'est un dialogue platonicien qui traite de l'amour, vraiment c'est Eros qui est au centre de la discussion. On est lors d'un dîner organisé où se trouvent Socrate et d'autres convives, dont par exemple Aristophane, et chacun, tour à tour, va être sommé par Socrate de donner sa conception, sa vision de l'amour, ce qu'est Eros. C'est dans ce fameux dialogue que se trouve le mythe des androgynes, voilà, le mythe d'Aristophane, qui n'est pas du tout dicté par Socrate, donc qui n'est pas du tout une pensée partagée par Platon. Ce mythe comme quoi il y avait... il y a fort longtemps, des humains androgynes, enfin que tous les humains étaient formés de têtes, 4 bras, 4 jambes, 2 ventres, donc qu'elles étaient unies, mais que ces humains ont un peu pris la confiance et sont allés voir Zeus qui, pour limiter leur pouvoir, les a coupés en deux, les condamnant à n'être plus qu'une moitié et à errer en quête de leur autre moitié, de leur unité perdue, et donc c'est de là que naît le désir et l'amour. Voilà pour le mythe d'Aristophane, mais qui n'est pas ce que pense Platon. Platon, lui, met dans la bouche de Socrate un discours
un discours que Socrate rapporte de la prophétesse Diotime, comme quoi le amour serait le fils de la plénitude et de la pauvreté, tout ça. C'est très intéressant, c'est fondateur, c'est fondamental, c'est un très beau dialogue. De manière générale, je trouve quand même que Platon c'est super chouette. Voilà. Je suis pas très originelle. C'est vrai que l'autre dialogue dans lequel on parle de l'amour et du désir, c'est le Phèdre, que j'avais lu en Hippocane, qui est aussi très intéressant. Et donc je vous recommande Le Banquet de Platon si vous ne l'avez pas encore lu et si vous cherchez un petit peu des classiques philosophiques à lire, à découvrir. Pour moi, les textes de Platon ne sont pas très difficiles, ils sont plutôt accessibles, enfin c'est plus accessible que bien d'autres textes en philosophie. Et par ailleurs, sur l'amour, c'est quand même aussi un sujet sur lequel on a quand même des idées a priori, je pense. Donc ça peut être en plus un bon moyen de commencer Platon. 7e texte, il s'agit de La prochaine fois le feu de James Baldwin. Ce texte, qui est une de mes meilleures lectures de tous les temps, tout genre confondu. C'est pas forcément un texte explicitement philosophique, qui se range de droit, on va dire, pour avoir les catégories de Genève pour la littérature, mais qui se range de droit dans la philosophie. Mais c'est un texte que j'ai découvert dans le cadre d'un cours de philosophie. C'était un cours de philosophie sur les questions raciales. Et dans ce texte, James Baldwin va questionner les liens entre la question raciale, la religion et l'amour. C'est un texte qui est très émouvant, composé de 2 lettres, dont la première s'intitule « Et mon cachot trembla, lettre à mon neveu à l'occasion du centenaire de l'émancipation ». Donc il écrit à son neveu à l'occasion des 100 ans de l'abolition de l'esclavage, et il écrit à la fin de la lettre « Tu sais et je sais que cette nation célèbre 100 années de liberté, 100 années trop tôt. Nous ne serons libres que le jour où les autres le seront. » Et la deuxième partie, qui est beaucoup plus longue, qui est la majorité du texte, s'intitule « Au pied de la croix, lettre d'une région de mon esprit ». Donc, et mon cachot trembla et au pied de la croix, ce sont des références religieuses. Donc, on a cette omniprésence de la religion, de la question religieuse. Baldwin vient d'une famille très religieuse, son père est pasteur, et le début de la lettre, c'est « L'été de mes 14 ans, je passais par une crise religieuse prolongée ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va, il va mettre en lien cette religion avec la question de l'amour et la question du racisme. C'est un texte qui est publié en 1963, et qui est particulier, ou plutôt c'est important de le situer parce que c'est un peu la dernière chance que Baldwin donne à l'amour, pensé comme solution au problème racial aux États-Unis. C'est un texte donc voilà, d'un point de vue extérieur, on peut se dire bon c'est un peu niais de penser que l'amour va mettre fin au racisme, en gros, pour résumer, mais c'est un texte qui est très fort, très juste, très pertinent, qui donc s'appuie sur, qui est autobiographique, hein. Baldwin parle à la première personne du singulier, mais ce qu'il dit dedans, ça a beaucoup de sens en fait. Et je vais pas vous refaire tout le propos ici, essentiellement parce que j'ai peur de ne pas réussir à retranscrire en résumant toute la richesse de ce texte et ce qu'il a de pas naïf justement. Et je voudrais pas en fait qu'on prenne pour quelque chose d'extrêmement naïf, mais vraiment de le refeuilleter, ça me fait quelque chose. C'est un très beau texte sur l'amour et sur ce que peut l'amour, mais ce qu'on doit concéder et ce qu'on doit donner comme force à l'amour aussi. L'amour comme étant toujours présent, mais devant toujours se conquérir pour être un pouvoir en fait. Et ça c'est très beau, c'est très fort, c'est un des plus beaux textes en fait que j'ai lu sur l'amour, sur ce dont il est capable ou non, sur sa valeur ou non, et je vous le recommande vraiment. Pour le coup, là, on n'est pas dans quelque chose de très niche comme une critique de Sartre, voilà, je pense que ce texte, vraiment, tout le monde peut, et même devrait peut-être, le lire, pour essayer, encore une fois, d'ouvrir des horizons et de répondre autrement à certains problèmes. Je dis pas que ici Baldwin a la solution, et je pense que lui-même il ne pense pas l'avoir, puisque clairement ensuite il rejettera cette solution de l'amour. Mais c'est quand même un très bel essai et très touchant, et en plus voilà, qui est un témoignage de ce que peuvent vivre certaines personnes. Je vous conseille 1000 fois La prochaine fois le feu, qui en plus est très court, donc pas d'excuses. Vous voyez, plus on avance, plus on arrive vraiment à mes livres préférés, des livres qui ont une énorme place dans mon cœur. Et je vous parle maintenant du Mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Albert Camus, vous l'aurez peut-être compris, c'est un auteur que j'adore. Que j'aime
Vraiment, c'est inexplicable en fait, ce rapport que j'ai à Camus. Enfin, en fait, si, c'est tout à fait explicable. C'est que Camus a la vision du monde qui s'accorde le mieux avec la mienne. Et je pense qu'à force de le lire, sa vision nourrit la mienne, mais pour autant, je pense qu'on avait déjà une espèce de communion dans la pensée. Alors, je vous arrête tout de suite. Non, pour moi, Camus n'est pas un auteur de lycée. Et oui, j'ai lu Le Mythe de Sisyphe quand j'étais en M2. Pas avant, pas après. Et quelle bénédiction d'avoir enfin lu ce texte dont on m'a longtemps parlé. Le Mythe de Sisyphe, c'est un essai qui s'inscrit dans le cycle de l'absurde de Camus, donc si vous ne le savez pas, Camus a construit son œuvre en cycle. Il y a d'abord le cycle de l'absurde, dans lequel on trouve donc le mythe de Sisyphe pour la partie philosophique, enfin pour la partie essai philosophique. On trouve Caligula et le malentendu, il me semble, pour le théâtre, et l'étranger pour le roman. En fait, à chaque fois, on retrouve ces trois pôles dans chaque cycle. Et donc, pour le cycle de la révolte, il y a l'homme révolté, que j'ai aussi juste ici, mais que vous pouvez voir, je n'ai pas du tout fini, qui est aussi un texte très intéressant, que je pourrais mentionner aussi ici, mais juste, je ne l'ai pas lu en entier, et je peux parler de Camus à partir du mythe de Sisyphe. Dans le cycle de la révolte, on a la peste comme roman, et il me semble que le théâtre, ça doit être les Justes. Bon, je vous sors pas tout, parce que pour le coup, Camus, je crois que j'ai appris toute son œuvre. Et tenez-vous bien, quel est le troisième cycle de l'œuvre de Camus? C'est l'amour. Vous ne rêvez pas. Sauf que Camus, comme vous le savez peut-être, est mort assez jeune et tragiquement, enfin, je sais pas quel âge il avait, mais il n'aurait pas dû mourir si tôt. Et donc en plein dans son œuvre, et le roman qu'il avait commencé à écrire, qui est d'ailleurs édité, que vous pouvez lire, mais qui est inachevé, c'est Le Premier Homme, qui est un roman qui s'inscrit dans le cycle de l'amour, et on n'a pas les autres œuvres. Mais donc, le troisième cycle de Camus aurait été l'amour, je vous laisse avec cette information. Dans le mythe de Sisyphe, donc, on est dans le premier cycle, et ça c'est important à comprendre évidemment. À l'intérieur de ce texte, Camus expose sa philosophie de l'absurde, de l'absurdité. Et il devient le philosophe de l'absurde par là, parce qu'il est celui qui va l'exposer dans un essai, mais l'absurde c'est quand même quelque chose qui est assez partagé à l'époque, cette philosophie-là. Il y a tout un mouvement autour de l'absurde, et il y a un très beau texte dans l'été où Camus revient là-dessus et sur le fait qu'on le classe toujours comme ce philosophe de l'absurde et celui qui croit à l'absurdité, parce que Camus croit surtout à la révolte. Et c'est déjà la leçon à la fin du mythe de Sisyphe, c'est déjà ce qu'on apprend, c'est que face à l'absurde, qui est donc en fait la condition dans laquelle les hommes vivent parce que le monde n'a pas de sens, parce qu'on meurt et parce qu'il n'y a rien après et qu'il n'y a pas de Dieu, c'est très grossièrement, c'est le fait que l'homme pousse un cri pour être entendu et que rien dans le monde ne lui répond. Voilà, c'est cette insensibilité du monde à l'homme, à l'absurde. Et la solution à l'absurde, c'est pas le suicide, c'est la révolte. Donc le deuxième cycle. La révolte, c'est un choix, c'est faire le choix de vivre dans ce monde-là, de continuer à vivre et de vivre d'une certaine manière. J'étais très contente de pouvoir enfin lire ce texte sur lequel on porte tellement de discours et à partir duquel on a tellement classifié Camus. Et j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça très fin, très juste. Et il faut comprendre que ce n'est qu'une étape en fait. Je comprends que pour certaines personnes, l'étranger et le mythe de Sisyphe soient très déprimants, mais Camus nous met face à une réalité à laquelle il propose des solutions. Vous voyez, je tombe sur une citation au hasard. « Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'on en peut dire, mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde, il est pour le moment leur seul lien, ils les scellent l'un à l'autre, comme la haine seule peut rimer les êtres. » Bon, à peu près tout est souligné dans ce texte. Voilà, je me propose toujours de faire une vidéo sur Camus. Je pense que je la ferai, je sais pas en fait exactement encore sous quelle forme, mais j'aimerais beaucoup parler de l'amour chez Camus parce que, voilà, dans cette philosophie de l'absurde, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de place pour l'amour. Or, l'amour, c'est le troisième cycle, mais je veux dire même dans les textes, c'est très prégnant. L'amour dans la peste, c'est un truc de fou, enfin vraiment, il faut vraiment en parler quoi. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour chez Camus. Et voilà, encore une fois, je réitère ma déclaration d'amour à Camus. Il n'y a pas d'autre pensée en fait qui m'a plus touchée que celle de Camus à ce jour. Et
Voilà, si vous avez l'occasion de lire le mythe de Sisyphe, franchement foncez. Plus que 2 œuvres, et celle dont je vais vous parler tout de suite, je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo. Il s'agit de l'éloge du risque d'Anne Dufourmentel. C'est toujours, aujourd'hui, une des meilleures lectures que j'ai pu faire pendant mes études de philosophie et pendant ma vie en général. Dans l'éloge du risque, Anne Dufourmentel, qui est une philosophe et psychanalyste contemporaine, qui est malheureusement morte assez tragiquement et assez jeune, nous expose les lieux où le risque peut se rencontrer. C'est un essai qui est paru en 2011 et qui se constitue de fragments, on va dire, qui sont les lieux dans lesquels on rencontre le risque. Donc la peur, la dépendance, l'amour, la séparation, la nuit, les rêves. Tous ces lieux du risque qu'il faut affronter. Et en fait, ce texte est un plaidoyer pour le risque, contre une société qui prône le risque zéro, qui aseptise. Anne Dufourmentel, en tant que philosophe et psychanalyste, montre qu'il faut prendre le risque. Et elle montre ce que signifie risquer sa vie. Qu'est-ce que risquer sa vie et pourquoi risquer sa vie. Et c'est très très beau. Comme je l'avais déjà dit, moi la partie psychanalyse, c'est une partie qui me touche beaucoup moins. Comme elle est psychanalyste, elle s'appuie beaucoup sur les expériences de ses patients et de ses expériences à elle. Donc on a vraiment la psychanalyse est quelque chose d'essentiel dans ce texte. Il y a une étude en fait de ces cas en quelque sorte. Donc par moments je me sentais un petit peu plus loin de ce texte, mais fondamentalement j'ai adoré ce qu'Anne Dufourmentel disait, son propos sur le risque, sur la vie en fait, sur ce qu'est la vie, parce que c'est toute une vision de la vie que de prôner une vie où on risque sa vie justement, où on encourt le risque, où on prend le risque. C'est une vie plus intense, plus brillante, plus dangereuse, mais qui a plus de valeur. En tout cas c'est ce qu'Anne Dufourmentel défend et c'est ce que je pense aussi, d'où en partie la valeur de l'amour que j'ai cherché à démontrer dans mon mémoire. Anne Dufourmentel c'est quelqu'un dont je me sens très proche aussi au niveau de la pensée. Elle a aussi écrit un texte qui s'appelle Puissance de la douceur que j'ai très envie de lire. Elle a beaucoup d'autres textes qui me font très envie, qui me semblent très justes tout simplement. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, si vous avez déjà découvert certains de ses textes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez l'occasion de lire l'éloge du risque, je vous encourage à le faire, vraiment foncez et n'hésitez pas à me faire un retour. Bon désolée, la nuit tombe, donc je sais pas à quoi va ressembler la luminosité dans cette vidéo, j'espère que ça ira. Mais nous arrivons à la dernière œuvre, et cette dernière œuvre est un texte. Il s'agit de L'amour en éclats de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, c'est un philosophe contemporain qui est mort en 2021, et L'amour en éclats prend place dans un recueil de textes qui s'intitule Une pensée finie. L'amour en éclats, c'est une des lectures les plus marquantes que j'ai pu faire par rapport à l'amour. C'est sur ce texte en fait que je finis mon mémoire, que s'achève ma 3e partie. Donc c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué, à quel point je partage la pensée et la position de Jean-Luc Nancy. C'est un texte qui est, je trouve, très subtil, très beau et très juste. Vous voyez que ce sont la justesse, c'est quelque chose qui est pour moi un critère de valeur, le critère de valeur principal visiblement quand je juge d'une œuvre philosophique, d'une pensée, mais aussi dans la vie. Et voilà, je trouve que la pensée de Jean-Luc Nancy est très juste. Qu'est-ce qu'il dit dans L'amour en éclats ? Il parle du cœur comme étant une exposition. Il n'y a pas de dialectique, en fait, d'intériorisation du sentiment, du dépassement, tout ça. Pour Jean-Luc Nancy, le cœur est toujours déjà exposé et ouvert à l'autre. Enfin, de manière... même quelqu'un qui refuse l'amour, en un sens, est déjà dans cette exposition, en fait. Et l'amour, c'est ce cœur exposé et traversé par l'autre. Voilà, c'est vraiment la traversée de l'autre en moi. Et avec cette conception de l'amour, donc de l'amour en éclat, l'éclat c'est le fragment qui va me traverser, donc c'est l'autre comme un éclat. C'est aussi quelque chose qui brille, vous voyez, c'est le rayonnement de l'amour. C'est un texte vraiment merveilleux et si vous vous intéressez à l'amour et à la philosophie, vraiment je vous enjoins à 1000% à le lire, vraiment. Je sais que ça concerne pas tout le monde, mais c'est un texte qui est très beau, qui là pour le coup n'est pas très accessible, je vais pas vous mentir, c'est un texte assez compliqué. Même moi, là, si avec du recul, je relis mes notes par moments, je comprends pas très bien, quoi. Il faut que je me remette vraiment dedans. Mais c'est un très beau texte et j'ai oublié ce que je disais. Ah oui. C'est que,
Vous voyez, de penser l'amour comme ça rend vraiment urgente et prégnante la question de pourquoi aimer et pourquoi se laisser aimer en fait. Qu'est-ce qui justifie de laisser l'autre me traverser? Qu'est-ce qui justifie de laisser l'autre entrer en moi? Et ça rend aussi prégnante la question de l'identité en fait. Quelle est la limite de l'identité quand on pense une traversée des êtres l'un dans l'autre dans l'amour? Donc voilà, c'est un texte qui donne beaucoup à réfléchir, qui est très beau, qui m'a bouleversée vraiment pour le coup quand je l'ai lu. Et ça fait indéniablement partie des meilleures lectures et des meilleures découvertes que j'ai pu faire grâce à mes études, grâce à mes recherches sur l'amour. Et c'est avec ce très 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 beau texte que comme j'ai fini mon mémoire sur l'amour, je finis cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai pas cité que des textes très classiques, c'est des textes qui ont été importants mais qui ne sont pas ceux qui sont le plus chers à mon cœur. Il y a aussi d'autres textes que j'ai beaucoup aimés comme ceux d'Étienne Souriau. J'avais eu un cours sur la théorie des apparences que j'avais absolument adoré et qui m'avait rendue folle quoi. Je me suis dit mais c'est incroyable. Vous voyez ces revirements de la pensée qui bousculent tout d'un coup et qui vous amènent à penser complètement différemment, c'est ce que la philosophie fait pour moi et c'est ce que ces textes là que je vous ai présentés aujourd'hui ont fait pour moi et j'espère qu'ils pourront le faire pour vous également. C'était vraiment ce critère de sélection, c'était des textes qui m'ont amené à penser différemment, qui ont infléchi ma pensée ou qui l'ont confirmé, voilà, et qui font que en partie je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'en suis très reconnaissante et je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ces études de philosophie, donc voilà. Si vous avez fait des études de philosophie, n'hésitez pas à me dire 1. Ce que vous avez pensé de ces textes si vous les avez lus, et 2. Quelles ont été vos meilleures lectures pendant vos études de philosophie. Et même si vous n'avez pas fait d'études de philosophie, évidemment vous êtes les bienvenus pour partager les textes philosophiques que vous aimez, que vous appréciez, et même ceux que vous n'avez pas spécialement appréciés et pour lesquels vous ne comprenez pas vraiment l'engouement. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de très belles lectures et prenez soin de vous. À bientôt.